Dès 2015, un article du Wall Street Journal décrivait déjà l'ascension programmée d'Emmanuel Macron, alors qu'il n'était pas encore candidat à quoi que ce soit. Programmé par qui? C'est la question qui change tout. Et c'est précisément là que commence une analyse qui remet en cause l'ensemble de ce que l'on croit savoir sur la France, sur sa place dans le monde et sur ce qui l'attend dans les années à venir. Le constat de départ est brutal. Il y a en ce moment un retournement profond, visible et documenté de l'état d'esprit américain à l'égard d'Israël. Ce retournement ne passe pas par les canaux diplomatiques traditionnels. Il passe par les réseaux d'influence, par des figures comme Tucker Carlson, qui se retrouve tous les 4 matins dans le bureau ovale tout en tenant ce discours de rupture. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une contradiction, c'est une stratégie. Et pour comprendre cette stratégie, il faut une grille de lecture que l'on n'entend quasiment jamais dans les grands médias. Une grille qui prend appui non pas sur les déclarations du moment, non pas sur les tweets ou les provocations, mais sur l'histoire longue, sur les précédents, sur les mécanismes profonds du pouvoir. Parce que ce que fait Donald Trump aujourd'hui n'est pas sans précédent. Bien au contraire. Il existe des exemples historiques très précis, très connus, qui éclairent ce qui se joue sous nos yeux. Le premier exemple, c'est De Gaulle. La France se fait écraser par les Allemands en 40, elle se fait libérer par les Américains en 44. Et pourtant, à la fin, elle est à la table des vainqueurs. Comment? Parce que De Gaulle a réussi à transformer une défaite absolue en victoire narrative, en victoire politique, en victoire symbolique. Il recommence ensuite avec la perte de l'Indochine, avec la perte de l'Algérie. La Ve République naît de ces défaites transformées en fondation. C'est l'art de retourner l'histoire. Le deuxième exemple, c'est Atatürk. La Turquie perd l'Empire ottoman. Elle perd un empire méditerranéen, un empire monde, un empire spirituel d'une ampleur considérable. Elle n'est plus rien. Et c'est précisément à ce moment-là qu'arrive Atatürk, qui est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands personnages de toute l'histoire turque. Il a pris la défaite la plus totale et l'a transformée en refondation nationale. C'est exactement ce que tente de faire Trump. L'empire thalassocratique américain, cet empire maritime, financier, militaire, normatif, qui a dominé le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est en train de reculer. C'est un fait, ce n'est pas une opinion. Et la question n'est pas de savoir si ce recul est réel, mais de savoir comment le gérer. La réponse trumpiste, c'est de maquiller ce recul en victoire, en se recentrant sur la doctrine Monroe, en revenant à l'hémisphère américain, en abandonnant les engagements extérieurs qui coûtent sans rapporter. Transformer la retraite en retour aux sources, transformer le repli en renaissance. Alors se pose la question de la nature profonde du trumpisme. Est-ce calculé? Est-ce conscient? Certains analystes, notamment ceux qui ont popularisé en France la lecture que l'on associe à des noms comme Alexis Cossette ou Santos Berton, avancent une thèse précise. Trump serait chargé par des factions importantes de l'État profond américain, essentiellement au Pentagone et dans les services de renseignement, d'incarner ce virage stratégique. Sa mission serait de négocier avec les Russes et les Chinois un nouveau partage du monde et de liquider ce que l'on appelle l'hyperclasse, le réseau Epstein, les structures de corruption transnationales qui ont gangrené le système. Cette thèse est rationnelle, elle est cohérente, elle n'est pas fantaisiste. Le parallèle avec Poutine est éclairant. Quand Poutine arrive au pouvoir en Russie, c'est le KGB qui reprend la main après les errements des années Eltsine. La population russe a été formée en URSS. Elle n'est pas composée d'entrepreneurs libéraux, mais ce sont des adultes, des gens qui ont une culture politique, une conscience historique, une capacité à recevoir un discours adulte sur les rapports de force dans le monde. Le peuple américain, lui, a été façonné différemment. Son univers mental est celui du divertissement, du spectacle, des super-héros. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une réalité culturelle. Et c'est pourquoi Elon Musk a un look de super-héros. C'est pourquoi Trump a un look de super-héros. C'est pourquoi Q et tout ce qui gravite autour de ce phénomène fonctionne comme une marque, comme un récit mythologique à destination du public américain. Ce n'est pas fait pour nous, ce n'est pas fait pour être analysé à Paris ou à Bruxelles. C'est fait pour résonner dans le cœur de ces millions d'Américains des classes moyennes blanches qui ont été oubliés, marginalisés, moqués dans les derniers récits dominants. Des gens qui n'ont plus de travail, pour qui la vie est devenue difficile, qui passent leur temps sur les réseaux sociaux et qui cherchent un espoir, une explication, un ennemi à nommer. Et cet univers des anons, de ces gens qui s'organisent sur Internet, ne doit pas être balayé d'un revers de main.
Lors de la première phase de diffusion des documents Epstein en 2019, une analyse des forums sur lesquels cette nébuleuse opérait a révélé un niveau d'information surprenant. Certes anarchique, certes inégal, mais avec des éléments recoupables, des pistes sérieuses, des connexions réelles. Et le fait que des comptes officiels du gouvernement américain fassent des références appuyées à ces réseaux, ou encore que l'envoyé spécial de Vladimir Poutine auprès des États-Unis, Kirill Dmitriev, s'y réfère également, cela dit quelque chose. Cela dit que ce phénomène existe, qu'il a du poids, qu'il ne peut pas être réduit à du complotisme de bas étage. Mais au-delà des péripéties, au-delà des récits et des mythologies, il y a des faits. Il y a un document de stratégie de sécurité nationale. Il y a une direction. Et cette direction est claire, la chute de l'Union européenne est à l'agenda. Pas comme une conséquence accidentelle, mais comme un objectif assumé. Comment expliquer autrement le soutien appuyé à des forces politiques européennes comme l'AfD en Allemagne, reçu avec tous les honneurs au Forum de Saint-Pétersbourg et soutenu en même temps par des cercles proches de Trump et de Musk? Vous êtes avec les Américains et avec les Russes en même temps? Cela paraît contradictoire. Jusqu'au moment où l'on comprend que les deux puissances travaillent, chacune à sa façon, à la décomposition de l'architecture européenne telle qu'elle existe aujourd'hui. Et la France dans tout ça? C'est là que l'analyse devient la plus troublante, la plus inconfortable et peut-être la plus urgente. En France, il n'y a pas d'interlocuteur. Pas au sens diplomatique du terme, mais au sens stratégique profond. Jordan Bardella? Steve Bannon lui-même l'a dit publiquement, sur France 2. Bardella ne fera jamais rien. Ni pour les Russes, ni pour les Américains, ni pour personne. Son existence politique est une existence médiatique, une existence dans les pages de Paris Match, dans l'univers de Bernard Arnault. Mais dans le reste du monde, dans ce monde qui se recompose sous nos yeux, ce nom n'est pas à l'agenda. Il faut se réveiller. L'agenda, pour les Russes comme pour les Américains, c'est Emmanuel Macron et la construction de ce personnage. Et les Américains sont particulièrement bien placés pour en parler, parce que le coup d'État de 2017, car c'est bien de cela qu'il s'agit, ressemble trait pour trait au coup d'État du Maïdan en Ukraine en 2014. Avec une différence de contexte, une différence de force mobilisée. Quand on fait un coup d'État en Ukraine, on s'appuie sur la rue nationaliste ukrainienne. Quand on fait un coup d'État en France, on s'appuie sur les réseaux pédophiles de la haute administration socialiste. Ce sont des réalités différentes, des leviers différents, mais la mécanique est la même. Et le fameux dossier « Président of France » dont il est question, c'est précisément ce dossier. Comment le personnage Emmanuel Macron a été fabriqué. Dès 2015, rappelons-le, il n'est pas encore candidat, le Wall Street Journal publie un article décrivant l'ascension programmée d'Emmanuel Macron. L'ascension programmée. Ces mots sont là, noir sur blanc, dans l'un des journaux les plus sérieux et les plus établis du monde. Programmée par qui? La question est posée. Et elle reste entière. Ce que cette grille de lecture révèle sur la France est vertigineux. Nous sommes 67 millions d'habitants, sur une planète de 8 à 9 milliards d'êtres humains. Le rapport de force est ce qu'il est. Et dans ce rapport de force, soit la France est à la table, soit elle est au menu. Il n'y a pas de troisième option. Soit des élites françaises, des gens qui ont du poids, des ressources, une capacité d'influence, se réveillent et deviennent des interlocuteurs réels dans ce nouveau partage du monde. Soit la France disparaît de la carte stratégique pour les 80 prochaines années au moins. On pense à un homme de presse, dont le nom n'est pas prononcé, mais dont le profil est reconnaissable. Un groupe médiatique puissant, des attaques sournoises du pouvoir en place sur sa vie privée, des tentatives de le déstabiliser via des associations avec des personnalités comme Ksenia Fedorova, présentée tantôt comme son intime, tantôt comme sa protégée. Est-ce que cet homme va se rebeller? Est-ce qu'il va imposer sa vision et devenir l'interlocuteur que la France n'a pas? Ou va-t-il continuer à encaisser les coups et se fondre dans l'oligarchie qui ne cherche que la préservation de ses positions? La question est ouverte. Elle est peut-être la plus importante de la décennie pour la France. Et puis il y a la Guyane, il y a la Nouvelle-Calédonie. Ces deux territoires ne sont pas des détails. La Guyane française abrite la base de lancement de Kourou, l'outil stratégique de premier plan qui permet à la France d'envoyer des satellites dans l'espace, de maintenir une souveraineté spatiale, de peser dans les équilibres technologiques mondiaux. Et au large de la Guyane, il y a du pétrole. Une souveraineté énergétique potentielle considérable, qui n'est pas exploitée, qui n'est pas défendue, qui n'est pas valorisée. Si Trump prend le Groenland, et il l'a dit, il le répète, il ne plaisante pas, pourquoi la Guyane française resterait-elle hors de portée? Pourquoi les Américains ne prendraient-ils pas ce qui est là, disponible, stratégique, et que personne en France ne semble vouloir défendre sérieusement?
Quant à la Nouvelle-Calédonie, elle regorge de ressources naturelles extraordinaires qui ne sont toujours pas exploitées par la France. Des ressources sur lesquelles la Chine lorgne depuis des années. Tout comme l'Australie. Le nickel, les minerais, les richesses du sous-sol, tout cela est là, et la France regarde ailleurs. La situation est donc celle-ci. La France risque d'être dépossédée de la Nouvelle-Calédonie par les Chinois. Elle risque d'être dépossédée de la Guyane par les Américains. Et pendant ce temps, l'opposition politique française n'existe pas en tant que force réelle. Il n'y a pas de De Gaulle, il n'y a pas d'Atatürk. Il n'y a pas de figure capable de transformer la défaite en refondation. Il y a des gens qui se rêvent en général de Gaulle, en Philippe de Poignant, en Brandon. Des gens sympathiques, des gens sincères peut-être, mais qui ne sont pas à l'agenda dans le monde tel qu'il se recompose. Parce que cela se joue à un autre niveau, un niveau auquel la France n'a pour l'instant personne à envoyer. Et la population, elle ne comprend pas. Pas par manque d'intelligence, mais parce qu'on ne lui dit pas. Parce que les récits dominants l'en empêchent. Parce que le système médiatique et politique qui l'entoure lui cache la gravité réelle de la situation. On pense être dans une situation catastrophique, mais la réalité est que la situation est bien plus catastrophique qu'on ne le pense. Et ni les Américains, ni les Russes, ni personne d'autre n'aura la moindre pitié pour un pays qui ne se bat pas pour lui-même, qui n'a pas d'interlocuteur, qui n'a pas de projet, qui n'a pas de voix dans le concert des nations. Il y a quelque chose de profondément douloureux dans ce constat pour quiconque est attaché à la France, à son histoire, à ce qu'elle a représenté dans le monde. Ce pays qui a su, par 2 fois au moins, se relever de l'effondrement, se réinventer, peser dans les grandes décisions de son époque, ce pays semble aujourd'hui paralysé, sans boussole, sans capitaine. Et ce n'est pas une question de gauche ou de droite, de souverainisme ou d'européisme. C'est une question de survie stratégique dans un monde qui n'attend pas, qui se redistribue maintenant, qui trace ses nouvelles lignes de force sans demander l'avis de ceux qui dorment. La question qui reste suspendue dans l'air, après tout cela, est peut-être la plus simple et la plus difficile à la fois. Est-ce qu'il existe encore, quelque part en France, une volonté collective de ne pas disparaître de l'histoire? Et si oui, où est-elle?